Les prix de la pierre ne sont pas prêts de baisser en France, c'est ce qui ressort de la dernière étude de Standard & Poor's. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie. Alors crise ou pas, ce que nous dit Standard & Poor's, c'est que l'immobilier devrait continuer de voir les prix mètre carré progresser dans les prochaines années. Et donc pour celles et ceux qui attendent une accalmie, voire une correction des prix pour se repositionner ou se positionner, ils risquent de devoir patienter un petit peu à en croire Standard & Poor's. Oui, exactement. Si vous, David, vous faites partie de ceux qui attendent un petit peu en se disant on patiente et puis on achètera bientôt moins cher, vous risquez d'attendre encore un peu. Effectivement, c'est ce que dit l'étude de S&P. Les prix de l'immobilier devraient continuer à monter dans les prochaines années. L'étude porte sur plusieurs années. Vous citiez la France, la progression est quand même estimée à 4% pour 2020 et les prévisions parlent de 1,5 à 2% pour les années suivantes jusqu'en 2023. Et puis la France n'est pas une exception en Europe. Tous les marchés devraient augmenter, à l'exception, alors c'est des situations macroéconomiques spécifiques en Italie et au Royaume-Uni, où là, ça baissera un petit peu cette année, avant de repartir des années suivantes. Donc oui, effectivement, au global, le marché du logement est dans une vraie tendance haussière. Voilà. Comment ils l'expliquent chez Standard & Poor's? J'imagine qu'ils ne sont pas partisans, mais pourquoi les prix mètre carré restent si bien orientés? Pourquoi cette résilience alors que, ma foi, voilà, il y a le chômage qui monte, il y a l'appréhension, la peur de l'avenir. Ouais, bien sûr. Alors que tout va mal finalement, tout ne va pas si mal que ça. En fait, il y a pas mal de raisons. C'est la bonne question. Il y a pas mal de raisons à cette résilience et à ces prix au mètre carré qui vont augmenter. La première raison, c'est que, d'abord pour lutter contre la crise, les gouvernements européens ont pris des mesures très très importantes, des mesures de soutien, et qui ont été particulièrement efficaces pour maintenir à flot cette demande de logement, avec le chômage partiel. Voilà, les revenus. L'idée, c'est de maintenir les revenus des salariés, emplois, c'est ça? on a protégé les revenus des ménages. Finalement, ils ont bien absorbé le ralentissement économique et ça, du coup, ça ne s'est pas du tout traduit dans leur comportement par une baisse de la demande de logement, et même l'épargne des citoyens les plus aisés a considérablement augmenté. Ils ont mis de côté, les commerces étaient fermés, ils ne pouvaient plus voyager, partir en voyage. Vous savez, on parle de ce chiffre de 130 milliards d'euros d'épargne des Français, rien que pour l'année 2020. C'est évidemment un chiffre qui bat tous les records. Et donc, ces gens-là se sont encore davantage tournés vers la pierre, vers l'immobilier. Et puis, il y a une autre raison. Les banques centrales, les taux d'intérêt, évidemment. Alors, il y a les banques centrales. Juste avant, c'est aussi les investisseurs qui cherchent des rendements un peu plus élevés que ce qui se constate un petit peu en ce moment sur les marchés obligataires. Et donc, ils se sont tournés vers l'immobilier résidentiel, tout ce qui pouvait leur rapporter un peu plus. Et puis, la politique monétaire, effectivement, je vous le disais, David, très souple, très très souple depuis le début de la crise, qui a non seulement permis de réduire les coûts de financement, ce qui a permettait d'acheter son logement de manière plus abordable, et puis qui a permis de renégocier les prêts. Il y a très peu d'Européens, de Français, qui ont eu le couteau sous la gorge et qui se sont dit « Ouh là là, il faut que je vende ma maison, il faut que je vende mon appartement parce que je ne peux plus rembourser mes mensualités, mon emprunt pour mon appartement. » Donc ça, il n'y a pas eu. Donc tout ça fait que, effectivement, vous le disiez, les prix au mètre carré, ils continuent d'augmenter. Bon, après, Standard & Poor's nous dit, alors c'est leur prévision, mais voilà, ils n'attendent pas de normalisation de cette politique monétaire, pas de hausse de taux prévue avant 3 ans. Et là, on se dit, pour le coup, s'ils ont raison, c'est tout bénef pour la pierre. C'est sûr que S&P dit les banques centrales ne vont pas durcir leur politique monétaire au cours des 3 prochaines années. Donc oui, tout bénef pour la pierre. Alors par contre, il est quand même très peu probable que les coûts de financement, c'est-à-dire le taux auquel vous achetez votre appartement, diminue encore, parce que le taux des banques centrales, il est déjà proche, même juste en dessous de 0. Donc pour le coup, on n'aura pas plus de bénéfices sur cet aspect-là dans les années à venir. Ouais. Sur la France, Marie, Standard & Poor's nous parle d'une hausse, donc vous l'avez dit, de 4% des prix, c'est pour 2020, 1,5% prévu, donc estimation pour cette année, et 2% sur 2022 et même 2023. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, d'ailleurs, au pire de la crise, 4% de hausse, et puis la hausse est plus modérée en sortie de crise, alors que ça devrait aller mieux. Il n'y a pas une... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est paradoxal. Apparent. Alors, tout ce qu'on vient de se dire sur le passé, en fait, c'était vraiment une situation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on avait tout fait pour que finalement ça ne baisse pas. Et
S&P estime que ce qui faisait la particularité de 2020, ça ne va pas durer. Et que les soutiens un peu exceptionnels au marché du logement finalement vont s'estomper et ralentir la hausse des prix. On craint tous que cette crise contre laquelle les gouvernements respectifs ont lutté, la crise économique, finalement la question du pouvoir d'achat va revenir. La remontée du chômage que vous citiez tout à l'heure, elle ne sera pas résorbée avant 2023, qui est l'échéance de l'étude de S&P. Donc la remontée du revenu des ménages, elle va être plus lente. Et finalement, les prix d'immobilier, ils vont suivre, je schématise, ils vont suivre cette remontée plus lente du revenu des ménages. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, à demi-mot, je vous pose la question, est-ce que S&P, puisqu'on parle du revenu des ménages, quand on compare le revenu des ménages avec les prix de l'immobilier, les courbes sont quand même assez elles nous interrogent, elles nous interpellent. Est-ce que S&P reconnaît indirectement que les prix de l'immobilier sont élevés? Notamment, on regarde l'évolution d'un côté des prix immobiliers qui flambent et des revenus des salaires ou des revenus qui ne suivent pas. Oui, alors c'est même plus qu'à demi-mot. Effectivement, ils publient des graphiques, tous ceux qui sont intéressés pourront les retrouver, qui nous montrent que prix-revenu, prix-loyer, ça indique que les prix sont trop chers. Une surévaluation sur les marchés. Et d'ailleurs, les banques ne s'y trompent pas. Elles ont commencé un petit peu à durcir leurs conditions pour éviter le risque de crédit, tout simplement. Ça serre la vis, ça trie les dossiers un peu plus scrupuleusement, des refus qui n'avaient pas lieu commencent à intervenir, c'est de moins en moins marginal. Alors, en France, depuis janvier, les banques, elles suivent les recommandations du Haut Conseil à la stabilité financière, justement pour éviter ce risque de crédit qui commençait à frémir, et elles doivent limiter la durée de l'emprunt à 25 ans, et les échéances de prêt à 33% des revenus de l'acheteur. Il y a un peu plus de frilosité à prêter sur 20 ans. Et tout ça, effectivement, confirme que les prix de l'immobilier sont trop élevés. Voilà, donc les prix de la pierre ne sont pas prêts de baisser. C'est ce qui ressort de cette étude, quand même sur 3 ans, ce qui n'est pas rien, ce qui est assez rare. Mais ça dépasse le cas français, on l'a dit indirectement, mais voilà, ça dépasse le cas français. Oui, exactement, c'est en Europe. Les intentions de l'achat de logement en Europe, dans la zone euro, sont à leur plus haut depuis 2003. Voilà donc, explication signée Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie, pardon. Merci beaucoup, Marie. Merci, David. Bye, bonne journée. Au revoir.